BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom. Au sommaire de cette émission, Omnicom Media Group France nous dévoile en exclusivité un premier bilan des investissements publicitaires pour cette Coupe du Monde 2022. Bertrand Nadeau, directeur général d'Omnicom Media Group France, est notre invité. Banijé cède Shona Evans à Magali Berda pour 1 euro symbolique. On en parlera un peu plus en détail dans le journal présenté par Léo Dumas cette semaine. Et puis la question Hebdocom, avez-vous été convaincu par les arguments qui justifient la présence de Macron au Qatar pour le match de la France en demi-finale de la Coupe du Monde? Réponse dans un instant avec Geoffrey Pouget, directeur chez Tilder, et Fabrice Pelosi, directeur associé chez Epoca. Voilà le programme. Hebdocom, c'est parti. BFM Business, Hebdocom, l'invité média. Et comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et nous accueillons aujourd'hui Bertrand Nadeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Omnicom Media Group France. Tout à fait. OMG, le deuxième groupe d'agences de pub et de communication dans le monde. Vous êtes présent dans tous les métiers de la com, la pub, le marketing, les relations publiques, le lobbying et l'achat d'espace. Et vous nous dévoilez aujourd'hui en exclusivité pour Hebdocom un premier bilan des investissements publicitaires pour cette Coupe du Monde 2022. Ça a été réalisé par Médiamétrie et ça couvre la période depuis le début de la Coupe du Monde, donc le 20 novembre, jusqu'à la demi-finale de mercredi soir. Voilà. Bertrand Nadeau, premier point. Par rapport à 2018, on remarque que les audiences sont en moyenne sur les 24 matchs plutôt en baisse. Pourquoi selon vous? Même si elles restent quand même assez élevées. Oui, on a quand même des audiences qui se maintiennent très très bien et en particulier même qui sont même supérieures sur les matchs de l'équipe de France. Le match de mercredi soir entre la France et la Russie fait 20,7 millions d'audience, 4+, quand la demi-finale de Russie fait 19 millions. Donc là, on voit quand même qu'il y a un succès d'audience. Après, c'est vrai qu'en moyenne, donc au global des audiences, c'est légèrement plus bas. Ça peut s'expliquer aussi par des horaires de diffusion. Il y avait des matchs qui étaient un petit peu plus tard, plutôt à 21h en Russie, quand là, le prime time est à 20h. Donc on sait que ça peut avoir un impact. Donc voilà, maintenant, je dirais quand même que c'est des audiences très satisfaisantes sur l'équipe de France. J'ai noté que par rapport à 2018, ça correspond à 500 000 téléspectateurs en moins en moyenne, c'est ça? Oui, exactement. On voit bien quand même que malgré la polémique, les annonceurs sont au rendez-vous et même plus nombreux qu'en 2018. Ouais. Ils étaient 164 et sont aujourd'hui 169. C'est ce qu'on a répertorié. C'est signe de quoi? C'est signe de plusieurs choses. C'est signe que, premièrement, les annonceurs sont au rendez-vous de la Coupe du Monde. Ils sont au rendez-vous de la période. On est sur une période avec une demande publicitaire qui est forte traditionnellement. Donc, on est sur novembre-décembre. Donc, de toute façon, il y a un remplissage publicitaire qui est important. Maintenant, moi, je dirais quand même que c'est signe que le boycott éventuel dont on a parlé au démarrage de la Coupe du Monde... Je pense qu'on peut oublier ce terme de ce point de vue-là. Oui, parce tout à fait. Aussi bien en audience qu'en nombre d'annonceurs, c'est... Exactement. Les investissements publicitaires, au final, au global, sont en hausse. Il ne faut pas oublier, alors malgré tout, que le média télé augmente. C'est un média qui coûte plus cher, année après année. Donc, du coup, quand on pige l'ensemble des investissements publicitaires, forcément, on constate aussi qu'il y a une hausse sur du brut globalement investi. Mais non, les secteurs sont... les annonceurs sont là. Si je complète, on peut voir que c'est dans les secteurs où on peut avoir une petite surprise. On a des secteurs qui sont traditionnellement au rendez-vous avec les telcos, l'automobile, la distribution qui sont habituellement présents. Et là, sur cette Coupe du Monde, ce qui peut peut-être être un petit peu différent, c'est la place de l'hygiène beauté et avec les acteurs en particulier du parfum qui, eux, sont traditionnellement présents sur la période et qui donc sont évidemment là aussi au rendez-vous de la Coupe du Monde. Les téléspectateurs, on va passer côté audience, privilégient les matchs donc, de la France, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi la France particulièrement les attire ?
Parce que c'est un rendez-vous qui dépasse le cadre du sport, je pense, tout simplement. Donc c'est fédérateur, il y a beaucoup d'audiences conjointes. On le voit d'ailleurs dans les audiences, ça attire et ça ramène devant le poste de télévision les plus jeunes, évidemment aux cibles plus traditionnelles, un peu plus âgées de la télé. Mais on voit la très grosse performance de la Coupe du Monde sur les cibles 4-14, 11-24, comme on dit. Donc en gros, il y a vraiment une audience jeune et conjointe. Pourquoi si jeune ? Parce que le foot est le sport le plus populaire chez les jeunes, déjà, tout simplement. On voit très bien que la consommation du foot est très présente sur les réseaux sociaux, sur le digital au global. Et lorsqu'il y a un grand événement, ces cibles-là reviennent le consommer en live et devant l'écran de télé. Et quid des femmes ? Les femmes sont aussi présentes, mais ça fait quand même maintenant plusieurs années et plusieurs Coupes du Monde qu'on voit ça. C'est pas un effet Coupe du Monde 2022. Les femmes étaient au rendez-vous de la Russie, elles étaient au rendez-vous de l'Euro en 2016 aussi. Et du coup, les annonceurs, ils en tiennent compte justement dans les plans. On voit complètement. Ouais. On voit, d'ailleurs, c'est l'exemple que je vous donnais sur le secteur parfum, hygiène, beauté. Les marques qui sont présentes dans les écrans ne sont pas que sur des spots de parfum pour les hommes. Il y a aussi énormément de spots qui sont à destination des femmes. Donc oui, c'est complètement pris en compte dans les plans médias aujourd'hui de nos clients et des clients en général. Donc ce sont quand même des très bonnes audiences pour TF1 qui profitent largement des bonnes performances de la Coupe du Monde. Concernant les audiences du MAG, donc c'est l'after match présenté par Denis Brognard, elles sont relativement faibles. Les téléspectateurs viennent voir le match mais ne restent pas forcément derrière. À qui la faute ? À qui la faute ? Je ne sais pas s'il y a faute. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que ça vous semble normal ou c'est étonnant ? Alors, on peut être un petit peu étonné, effectivement, vu la puissance des matchs et en particulier de l'équipe de France. On aurait pu s'attendre à une audience sur les MAG qui soit un peu plus forte. La case, traditionnellement, alors qui n'est pas exactement au même horaire non plus. Hein. Attention, on a quand même une programmation horaire qui est très spécifique. On a des matchs qui sont entre 20h et 22h, ce qui nous donne une deuxième partie de soirée qui commence à 22h, quand habituellement, la deuxième partie de soirée est plutôt sur du 22h30, 23h. D'un autre côté, comme elle commence plus tôt, on aurait pu imaginer qu'elle soit plus forte. Et c'est pas le cas. Donc, est-ce que c'est le MAG qui n'a pas complètement convaincu les téléspectateurs ? Sincèrement, j'ai pas les audiences qualitatives pour les études qualitatives pour le dire. En tout cas, c'est vrai que les audiences sont en dessous traditionnellement de la case de diffusion. Ouais, pour préciser, le MAG perd en moyenne 4,2 millions de téléspectateurs. Frédéric. Alors par rapport à l'audience des matchs. Oui, tout à fait. Sur la case, le delta est évidemment beaucoup moindre, mais il y a un décrochage de 10% environ par rapport à l'audience naturelle que fait la case. Alors après le MAG, moi je suis moins foot, donc je vais parler de l'autre nouveauté chez TF1 qui était le late d'Alain Chabat, qui a un petit peu déçu quand même en termes d'audience. On attendait, Il a bien commencé, le premier numéro a fait 1 million de téléspectateurs. Voilà, mais il n'y a que lui. Et alors, c'est vrai que les audiences sont, je pense, en deçà des attentes. Ça peut être relié à la baisse d'audience du MAG ? Peut-être, justement. Effectivement, c'est vrai que la Coupe du Monde et les matchs, vu leur audience, auraient pu être un espèce de porte-avions pour l'audience du late. Est-ce que les audiences décevantes du MAG qui vient s'intercaler entre les matchs et le late a pas pénalisé un petit peu le late d'Alain Chabat? C'est possible. Ce qui est certain, c'est que effectivement l'audience télé avec des numéros qui ont fait environ 600 000 téléspectateurs, je pense qu'on pouvait s'attendre à mieux. En plus, il y avait une forte attente. Voilà. Par contre, gros succès en digital, gros succès sur le replay, sur les réseaux sociaux. Donc, la consommation qui change. Exactement. Il se consommait aussi beaucoup en snacking. Donc, finalement, je crois qu'au final, sur la partie digitale, ça c'est un énorme succès. En télé, moi je pense qu'on peut parler de résultats en demi-teinte. Voilà. Est-ce que la Coupe du Monde a été rentable pour TF1 ? Alors rentable pour TF1, c'est très difficile. C'est toujours très difficile. Premièrement, le coût d'acquisition des droits de la Coupe du Monde était extrêmement élevé. Il était très élevé, effectivement. Ce qui est certain, c'est que je ne sais pas si c'est rentable, parce qu'en fait, en vrai, sur une Coupe du Monde, je pense qu'on n'est jamais rentable au point c'est-à-dire d'avoir des recettes qui sont supérieures aux dépenses. Par contre, c'est un investissement pour la chaîne, et de ce point de vue-là, moi, je pense que TF1 a bien fait. Ils ont capté une part d'audience qui est largement supérieure à celle qu'ils captent ces derniers mois, et même comparé à l'année dernière, puisqu'on parle de plus de 2 points de part d'audience. Ils ont fait revenir
venir, comme je disais tout à l'heure, des téléspectateurs qui ne sont pas habituellement devant l'écran, donc des cibles qui intéressent des typologies d'annonceurs qui sont pas, sur des cibles qui sont dures à capter habituellement. La fameuse baisse de la DEI, particulièrement vraie sur les cibles jeunes, du coup, est vraiment contrebalancée avec des événements comme ça. Et puis la dernière chose, c'est qu'on a un marché publicitaire qui est quand même, sur une année 2022 évidemment difficile, une fin d'année qui est difficile pour plein de clients. Ça a permis à TF1 de capter quand même des revenus publicitaires largement supérieurs à sa part d'audience et donc de prendre une grosse part de marché. On estime à peu près au moins à 2 points de gain de part de marché sur la période de Coupe du Monde. Sur un marché télé qui représente 3 milliards d'euros au global à l'année et sur une fin d'année qui, elle, représente parfois presque 40 à 50% des investissements, vous imaginez que 2 points de PDM gagnés, c'est beaucoup de millions d'euros engrangés. Voilà. Beaucoup d'argent. Donc je pense quand même que TF1 a bien fait, moi, de mon point de vue. Pour terminer, plus largement, quelles leçons tirez-vous pour OMG de ce premier bilan ? Nous, côté Omnicom Média, et en tout cas sur les marques dont on s'occupe tout simplement, pour nous, le bilan, il est satisfaisant. Encore une fois, on vient chercher des audiences qui étaient au rendez-vous, qui sont attentives. Les écrans ne décrochent pas tant que ça des audiences de match. Donc la performance est au rendez-vous. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on venait chercher un certain nombre de cibles, et y compris des cibles un petit peu plus dures à les capter d'habitude à la télévision. Donc pour nous, c'est succès. Et puis, on a certains de nos clients qui sont, par exemple, sur la consommation à domicile, livraison de nourriture ou autre. On voit aussi que c'était particulièrement bien adapté. Des matchs à 20h qu'on consomme chez soi. Ça tombe bien. C'était très efficace, donc très positif pour nous. Merci beaucoup Bertrand Nadeau. Vous êtes directeur général d'Omnicom Média Group France. Et puis c'est parti pour le journal de Léo Dumas. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Bonjour Léo. Bonjour Rebecca. Et on commence ce journal avec Netflix qui pourrait faire mesurer ses audiences comme la télé. Oui, en tout cas, c'est l'objectif de la plateforme de streaming depuis qu'elle a introduit la publicité, avec forcément des annonceurs qui veulent savoir combien de spectateurs sont touchés par leur publicité. Alors aux États-Unis comme au Royaume-Uni, Netflix commence déjà à mesurer ses audiences grâce à des instituts indépendants. Pour ce faire en France, Netflix est en négociation avec Médiamétrie qui mesure déjà les audiences radio et télé, mais pas de calendrier précis pour l'heure. Les négociations sont en cours et devraient s'étaler sur plusieurs mois avant que Médiamétrie soit en mesure de livrer les audiences précises de Netflix. Le géant français de l'audiovisuel Banijé a revendu ses parts dans Shona Events, l'agence d'influenceurs fondée par Magali Berda. Et pour 1 euro symbolique, c'est ce qu'annonce le journal Le Parisien cette semaine. Le groupe de Stéphane Courby détenait 32,5% du capital de l'agence d'influenceurs. Mais après les polémiques à répétition, notamment sur les pratiques commerciales trompeuses de Shona Evans, Banijé met fin à 4 ans de collaboration et Magali Berda récupère donc 100% de l'entreprise qu'elle a fondée en 2017. Le top 10 des hashtags utilisés en France sur Twitter en 2022 a été dévoilé et c'est la politique qui était au centre de l'attention cette année. Oui, forcément, énormément de politique en cette année électorale sur Twitter. C'est les calculs de l'entreprise VisiBrain qui montrent que dans le top 10 des hashtags, 6 concernent la politique, à commencer par Emmanuel Macron, un hashtag mentionné près de 8 millions de fois cette année. Il devance les hashtags Mélenchon, NUPES, Zemmour ou encore législative 2022. Dans les médias, c'est forcément l'émission Touche pas à mon poste qui tire son épingle du jeu. Le hashtag TPMP arrive 7e et a été mentionné près de 2 millions de fois cette année. La SNCF épinglée pour publicité trompeuse par le jury de déontologie publicitaire. Oui, il reprend la compagnie ferroviaire dans son comparatif d'émissions train contre avion. En effet, dans plusieurs campagnes de la SNCF, on peut lire qu'un voyage en TGV, c'est 80 fois moins d'émissions de CO2 qu'un trajet en avion. C'est une allégation imprécise pour le jury qui constate que le calcul ne tient pas compte ni de la maintenance ni de la construction des infrastructures ferroviaires. Le jury de la déontologie publicitaire qui invite donc la SNCF à préciser qu'il s'agit d'une moyenne. Et puis on termine avec notre campagne coup de cœur de la semaine. Cette semaine, Léo, c'est celle du SAMU social de Paris.
Oui, alors que la Coupe du Monde touche à sa fin, le SAMU social de Paris utilise les codes de l'équipe de France dans son traditionnel spot d'appel aux dons de fin d'année. Au cœur de cette pub, vous allez l'entendre, une Marseillaise revisitée et les tenues bleues des équipes sur le terrain. Leur apporter un soutien vital pour qu'un jour ils sortent de la rue. Au don, chers citoyens, on compte sur votre soutien. Luttons, luttons, ensemble contre l'exclusion et pour le bien commun. Soutenez les Bleus solidaires, faites un don sur samusocial.paris. Voilà une campagne signée de l'agence Belzar et réalisée par Marc Cortès. Merci Léo Dumas pour ce journal. C'est parti pour le Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Ah mais moi j'assume totalement. J'ai été il y a 4 ans derrière l'équipe de France quand c'était en Russie. Et je suis derrière eux au Qatar, parce que je suis derrière l'équipe de France. Et je pense que, si je puis dire, les Français aussi. Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient on ne va pas suivre, on boycotte à la télévision. Les chiffres sont là. On aime notre équipe nationale, on est fiers d'elle, on veut qu'elle gagne, on sera derrière elle jusqu'au bout. Et ils sont à la hauteur. Donc c'est formidable et on est derrière eux. Emmanuel Macron, ce jeudi matin, au lendemain de la victoire des Bleus, qui justifie sa présence au Qatar au micro de BFM TV. Avez-vous été convaincu par ces arguments, ce non-boycott du président de la République et son déplacement au Qatar pour assister à cette demi-finale? C'est la question Hebdocom de la semaine. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Geoffroy Pouget, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur chez Tilder. Fabrice Pelosi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Epoca. Geoffrey, c'est un oui. La réponse est un oui à 54%. Les Français comprennent, mais c'est pas un oui franc. C'est un oui, on le voit, donc 54%. On le voit dans l'extrait d'ailleurs, Emmanuel Macron dit assumer sa présence. Pourquoi? Et c'est ce qui peut expliquer également ce oui, parce que finalement c'est quelque chose qui avait été annoncé bien avant l'épopée bleue qui est en train de se produire. Et donc on voit ici une forme de récompense d'une constance. En communication, la constance compte, annoncer ce qu'on va faire. Emmanuel Macron l'avait d'ailleurs fait en 2018, où il avait dit qu'il assisterait à la fois aux demi-finales et au final de la Croatie, de la Coupe du Monde en Russie. Et donc on voit qu'il a annoncé ça finalement bien avant, un mois avant aujourd'hui, donc avant les phases finales de la Coupe du Monde. Et les événements n'ont pas changé cela. Alors, pas franc, pourquoi? Parce que finalement, ce qui n'a pas changé non plus, c'est l'aspect polémique de cette Coupe du Monde, des conditions des travailleurs derrière l'organisation de cette Coupe du Monde, des droits des minorités, de toutes les questions qui se posent d'un point de vue écologique. Finalement, ça n'a pas changé, bien que on constate quand même que, on va dire, les conversations actuelles voient reculer un petit peu les doutes et les polémiques. Il a rappelé d'ailleurs lors de la demi-finale contre le Maroc, il a tenu à souligner la bonne organisation de la Coupe du Monde. Il est fidèle à sa ligne finalement. Non, il ne boycottera pas. Oui, il sera présent et c'est ce qui, je pense, traduit ce sondage et ses résultats. Effectivement, il avait prévenu en disant, je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue l'événement. Fabrice, est-ce que c'est une solution de facilité de dire en gros maintenant c'est un peu trop tard de la part d'Emmanuel Macron? Clairement, il faut constater que c'était trop tard. D'ailleurs, je trouve que pour une fois, il n'est pas dans le même temps. Pour une fois, il tient sa ligne. Depuis le début, on soutient. Il a fait un pari. Il faut quand même rappeler je pense qu'il y a 2 semaines, on n'était pas sûr du résultat. Il y avait évidemment une polémique. L'équipe de France, il y avait de nombreux forfaits. Sur cette Coupe du Monde, on attendait un gros boycott. En fait, non. C'est même un très beau millésime. On se retrouve en demi-finale face à une équipe du Maroc magnifique. Un très beau match. Certains partis politiques, je pense à l'extrême droite, attendaient des heurts sur les Champs-Élysées, etc. Ça n'a pas été le cas.
on trouve un peu un moment d'union nationale. En tous les cas, ce qui ressort dans les médias, c'est des jeunes qui sont interrogés, qui disent ouais, j'avais le pays de mes parents, aujourd'hui, nous, c'est la France et on va soutenir les Bleus. Donc ça, c'est très réussi. Par ailleurs, on a eu avant la visite de la ministre des Sports, qui a quand même un peu sauvé l'honneur avec son pull, avec arc-en-ciel. Donc là aussi, ça a été bien cadré. En termes d'audience, on est à plus de 20 millions, de téléspectateurs. C'est la meilleure audience pour une affiche de Coupe du Monde depuis 2006. Et donc, il y a, comme on l'a dit en 2017 pour Emmanuel Macron, il y avait un alignement des planètes. Là, il y a aussi un très bel alignement des planètes, aussi parce que Médiamétrie, depuis la dernière Coupe du Monde, intègre les téléspectateurs hors domicile. Donc, on va certainement être sur un record encore en 2022. Et là, le président de la République va pouvoir dire, bah voilà, j'ai gagné mon pari. Après, en 2018, ça ne s'était pas forcément traduit par une hausse en cote de popularité pour le président de la République. Donc il y a quand même un contexte en national qui peut jouer aussi, mais là c'est un pari qui a réussi en termes de communication. La phrase il ne faut pas politiser le sport, il faut se rappeler qu'il l'a déclaré donc il y a aussi un mois lors du sommet du Forum de coopération Asie-Pacifique. Et cette phrase, Emmanuel Macron sait pertinemment que le sport est politique. C'est politique parce qu'il y a certes le ballon rond, mais c'est aussi, on peut aussi faire de la diplomatie avec le ballon rond, donc c'est aussi politique puisqu'il va rencontrer des gens notamment pour la finale, mais c'est aussi politique en interne. Le sport est un vecteur extrêmement fort évidemment en termes de communication. Rappelez-vous cette image en 2018 d'Emmanuel Macron levant le bras lors de la finale devant Vladimir Poutine, devant la présidente croate de l'époque. Cette image, c'est un marqueur extrêmement fort et Emmanuel Macron, tout le long de son mandat, de ses mandats, arrive très bien à faire passer des messages par le sport. Il était notamment intervenu dans l'affaire de Kylian Mbappé, reste ou restera pas. Il était aussi intervenu sur la réforme de la Ligue des Champions. Donc il est interventionniste parce que pour lui, le sport est un vecteur fort de messages. Et il sait à quel point, et on le sent tous aujourd'hui, le sport rassemble. Et on l'a très bien vu dans sa communication lors de la demi-finale. Si on observe un peu plus, si on rentre un peu plus dans le détail du résultat de l'étude, vous en parliez tout à l'heure, Fabrice, les moins convaincus sont les sympathisants du Rassemblement national à 34% et les 18-24 ans à 46%. Geoffrey, est-ce qu'on peut s'étonner pour les 18-24 ans ? On est sur un enjeu générationnel aussi avec des nouvelles générations extrêmement plus sensibles aux enjeux écologiques qui ont fermenté toute cette polémique et ce tissu de doute autour de l'attribution de la Coupe du Monde et plutôt des conditions dans lesquelles le Qatar a pu organiser et recevoir cette attribution. Mais sur l'aspect plutôt politique, ce n'est pas le Rassemblement national qui s'est le plus offusqué récemment de l'attribution de la Coupe du Monde. On a entendu notamment Jordan Bardella dire que lui, personnellement, n'irait pas, mais qu'en tant que président, il comprend. C'est plutôt... on a vu notamment le patron de la France Insoumise, Manuel Bompard, s'exclamer, mais c'est parce que et là, la donne a changé. Et c'est aussi étonnant de voir que dans ce sondage, il y a quand même eu... Les choses n'ont pas bougé, hein, les stades sont toujours climatisés, il y a toujours des doutes, etc. Mais il y a quand même eu un fait, qui est le Qatargate au Parlement européen, qui aurait pu quand même rajouter, remonter au centre des conversations les doutes qu'on évoquait tout à l'heure. Ça ne se ressent pas forcément dans le sondage, pourtant c'est un fait majeur, hein, une députée européenne qui est quand même destituée pour soupçon de corruption grave auprès du Qatar. Voilà, c'est quelque chose qui est passé quasiment en dessous, on a l'impression, de cette ferveur et donc c'est assez marquant à constater par rapport à ce sondage. On n'a pas le temps de tout aborder malheureusement. Merci Geoffrey Pouget, vous êtes directeur chez Tilder. Merci Fabrice Pelosi, directeur associé chez Epoca. C'est parti pour votre chronique, Frédéric. BFM Business, Hebdocom, la chronique média. Vous nous parlez d'intelligence artificielle cette semaine, Frédéric. Oui, Rebecca, pour une fois, je vais faire un peu de promo et je vais vous parler d'IA, comme on dit, parce que la couverture de CB News ce mois-ci de notre collecteur luxe est en effet réalisée par une intelligence artificielle qui a été dominée, utilisée par un publicitaire, David Reichmann, qui est le directeur de la création d'Ogilvy Paris, qui a
a en quelque sorte joué le rôle de metteur en scène, de chef de plateau pour créer cette image incroyable. Mais comment il a fait? Il a donné des ordres à la machine? C'est ça, exactement. En langage courant, en parlant à la machine, ou en écrivant en tout cas à la machine en anglais bien sûr, mais en lui donnant énormément d'indications. David est un photographe, encore une fois c'est un directeur de création, donc l'image il l'avait dans la tête, il faut la transmettre à la machine. Alors il lui a précisé le type de modèle qu'il voulait aussi avoir la présence de l'or dans la composition, le fait que ça soit dans un désert, mais aussi l'ouverture de l'objectif, la nature de la pellicule, etc. Toutes sortes de choses qu'il aurait fait dans la vraie vie. Il y a aussi des petits ingrédients qui gardent secret, parce que comme un chef cuisinier, il faut quand même qu'il ait sa patte personnelle, qui garde un peu son mystère. Il appuie une fois sur un clic et 10 secondes après, le programme DALL-E ou Midjourney, les deux principaux AI qu'il utilise, propose 4 résultats à partir desquels il peut retravailler son image de manière pratiquement infinie. Pour parvenir à ce résultat, l'intelligence artificielle puise dans sa culture les milliards d'images qu'elle trouve sur le web, mais elle n'imite rien, elle crée littéralement comme un cerveau humain, c'est-à-dire que voilà, elle se sert de ce qu'elle sait pour parvenir là. Ainsi, par exemple, David donne des noms de réalisateurs pour donner peut-être une certaine couleur. Autant de données qui permettent à l'IA de composer des images correspondant aux souhaits de son instigateur. Le résultat, il est quand même assez spectaculaire. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand je l'ai découvert, cette couverture. On dirait une vraie photo, on dirait une mannequin qu'on connaît. Ouais. Est-ce que les photographes professionnels doivent s'inquiéter? Non, je pense pas, parce que je pense quand même qu'ils ont toujours une sensibilité, une intuition, un savoir-faire qu'aucune machine n'est capable de faire. Mais c'est vrai, par contre, qu'on est tout à fait au début de l'histoire. Ces outils DALL-E et Midjourney n'existent que depuis quelques mois. Donc, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, il suffit d'aller sur le web pour aller regarder, est absolument, effectivement, déjà extraordinaire. Donc, pensons à ce qui se passera dans quelques années. Et puis, c'est vrai que pour une agence de pub, pour un magazine, créer cette image, il n'y a pas besoin d'aller dans le désert et booker un modèle très cher. Ça prend 10 secondes. Pas mal de temps de cerveau, mais c'est évidemment beaucoup moins cher. En revanche, il y aura probablement des problèmes juridiques. Je souhaite bon courage aux juristes qui se poseront dessus. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui apparaîtra, qui est de devoir mentionner que ce sont des vraies ou des fausses images. Parce qu'évidemment, vous imaginez que ça peut servir à nourrir des fake news très facilement, en quelque sorte. Alors, je vais quand même vous donner un petit truc pour reconnaître aujourd'hui une image faite par une machine d'une vraie. Si on a la possibilité, il faut regarder les mains ou les dents. Ces IA ont beaucoup de mal à compter les 5 doigts ou les 32 dents. Donc voilà. Eh bien, on regardera. Merci beaucoup Frédéric Roy. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais aussi en replay, en podcast, et puis en replay sur le site de BFM TV. Très bon week-end sur BFM Business. Hebdocom sur BFM Business.